Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Europe-Afrique que nous vous proposons à partir de Bruxelles sur Medi 1 TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Geoffrey Grandjean, politologue, professeur de droit et de sciences politiques à l'Université de Liège. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et contributions au débat sur la construction européenne, la justice et la politique, les jeunes et la politique, la confiance dans les institutions. Il a produit de nombreux travaux académiques et une série de publications. Professeur Grandjean, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un thème d'abord pour commencer, les jeunes. Les jeunes n'accordent pas beaucoup d'intérêt à la politique, c'était visible lors des dernières élections européennes notamment. Pour quelles raisons d'après vous ? Alors, globalement, il faut déjà préciser qu'il n'y a pas un plus grand ou un moins grand intérêt de la part des jeunes actuels par rapport à ce qu'on pouvait constater par le passé. Il y a un intérêt constant des jeunes par rapport à la question politique. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Moi, je reviendrai d'abord sur la question de l'abstention. On voit que les jeunes, par exemple, sont une catégorie de la population qui s'abstient beaucoup plus qu'avant, notamment en termes d'individualisation des choix. Ils ont envie eux-mêmes d'expérimenter la politique. Ils hésitent, ils doutent. Et parfois, à force d'hésiter, de douter, ils finissent par s'abstenir dans l'isoloir ou ne veulent pas aller voter. Et donc, il y a cette forme de contestation quand même ? Pas nécessairement, c'est peut-être plus une forme d'individualisation de la politique, un rapport moins collectif à la chose politique qu'on constate ici en Europe. Maintenant, quand on voit l'actualité, on voit aussi que ces jeunes sont de manière conséquente, interviennent dans la rue, manifestent, etc. Donc, il faut pouvoir contrebalancer. Il y a ce qui relève de la manifestation, de l'opposition, de la pétition, où les jeunes participent de manière une forme d'action politique, exactement finalement. récurrente. Et puis, il y a le vote en tant que tel, où là, il y a une forme d'abstention plus importante. Mais dans vos publications, vous avez évoqué justement ces perceptions par la jeunesse de l'efficacité, la légitimité, la démocratie dans les institutions internationales. Quel enseignement on peut tirer de cette recherche ? Ces institutions internationales, que ce soit les institutions européennes ou internationales, ce sont les institutions du lointain. C'est-à-dire que pour les jeunes, elles ne représentent pas nécessairement quelque chose dans leur imaginaire, tant en termes de réalité concrète qu'en termes de perception. Et donc on voit par exemple qu'en termes de sentiment de confiance, les jeunes ont beaucoup moins confiance dans les institutions européennes que dans les institutions nationales, par exemple. Et est-ce que ça se vérifie, peut-être vous ne l'avez pas étudié, mais au niveau international, dans d'autres pays, par rapport à d'autres instances ? Alors je ne l'ai pas étudié dans d'autres pays parce qu'on n'a pas la même réalité par rapport à l'Union européenne. On étudie beaucoup la perception et les représentations que les jeunes ont des institutions européennes par rapport au cadre national. Et donc c'est une spécificité un peu européenne. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner confiance à ces jeunes dans la politique et dans les institutions ? J'ai l'impression qu'on pourrait investir dans les cours de philosophie et de citoyenneté. Ça reste une démarche qui est peu utilisée, que ce soit en Belgique par exemple, mais dans d'autres pays européens, alors que par exemple quand on va en Amérique du Nord, ces cours sont beaucoup plus importants et les jeunes sont très tôt familiarisés à l'idée politique, à l'idée d'être citoyen demain. Donc peut-être c'est un axe éducationnel. Alors, prenons une position plus hélicoptère. Vous savez que notre émission s'appelle Europe-Afrique et donc ça fait 2 continents importants. Alors, le caractère universel, entre guillemets, du modèle démocratique européen, il mérite d'être discuté, sinon même contesté, et notamment à l'aune d'autres formes d'organisation politique qui existent ailleurs dans le monde, et comme en Afrique, où l'organisation politique est beaucoup plus localisée. Qu'en pensez-vous ? Mais je trouve que d'une manière générale, on a l'impression que la démocratie ou les droits de l'homme sont quelque chose d'universel. Nous, comme Européens, on vend cette image de la démocratie ou des droits de l'homme comme universel. Moi, j'interroge beaucoup ce discours, parce que pour moi, ce n'est pas du tout universel. Les réalités, la manière dont l'État et les institutions se sont construites en Europe découlent d'un certain passé, d'une certaine culture politique, d'un certain système économique. Et ces différentes variables, on ne les retrouve pas dans d'autres États, dans d'autres régions du globe. Et je dirais qu'au terme de la Seconde Guerre mondiale, les Européens et les Occidentaux, d'une manière générale, ont eu cette tendance à vouloir imposer leur modèle d'organisation politique, l'État, entre autres, les organisations internationales, sur l'ensemble du globe. Mais pour moi, c'est
c'est quelque chose qui mériterait d'être franchement interrogé, parce qu'il existe d'autres régions sur le globe, que ce soit en Afrique, et on l'a dit, hein, l'organisation du pouvoir beaucoup plus localisée, ce n'est pas la même vision centralisée qu'on peut avoir en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, on n'est pas du tout avec les mêmes référents. Et donc là, moi je trouve qu'il faut pouvoir peut-être adapter les systèmes politiques en fonction des contextes historiques, politiques et sociaux. Comment est-ce qu'on peut les adapter, si ce n'est en tenant compte des particularités locales ? Mais c'est en déconstruisant la manière dont le discours dominant est unique par rapport aux institutions, et de se dire, tiens, pourquoi est-ce que les Européens ne pourraient pas s'inspirer d'autres systèmes politiques qui existent ailleurs ? Je suis intéressé de voir que, par exemple, sur l'organisation démocratique, la question du tirage au sort ou autre, on commence dans la littérature en sciences politiques à aller voir ce qui se faisait ailleurs qu'en Europe. C'est quand même étonnant qu'après autant d'années d'études, on se dit qu'il y a peut-être d'autres réalités que celles que nous, Européens, connaissons. Alors, parlant de réalité, on peut aussi évoquer le caractère de nouveau, entre guillemets, universel des droits de l'homme et la manière dont l'Union européenne y conditionne son comportement en matière d'aide, de soutien. Est-ce que ce n'est pas un peu dépassé ? En tout cas, le caractère universel des droits de l'homme renvoie à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. Moi, je trouve que c'est une étape charnière au niveau mondial, où en fait, à travers l'Organisation des Nations Unies, et il y avait déjà un peu un précédent avec la Société des Nations, les pays occidentaux ont réussi à imposer leur vision sur l'ensemble du globe. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on parle de charte universelle des droits de l'homme. Et donc, c'est bien l'idée que ces droits-là devraient être adaptés partout de la même manière. Mais les droits de l'homme n'ont pas du tout la même signification, voire ne représentent rien pour des habitants qui sont en Afrique centrale, qui sont en Asie, qui sont en Inde, parce qu'ils n'ont pas été dans le même contexte juridique. Ou en Chine, par exemple. Et donc là, ça vaudrait la peine de se dire, tiens, est-ce que nous, Européens, on n'est pas en train d'imposer une vision qui est une vision européenne à l'ensemble du globe ? Alors, je ne dis pas que les droits de l'homme sont négatifs ou qu'il y a des aspects négatifs. C'est clair que comme Européen, moi, j'y vois un aspect positif, mais je pense qu'il faut être ouvert à l'idée que ça peut ne pas fonctionner dans tous les systèmes politiques et dans tous les systèmes juridiques. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne respecte pas l'humain dans d'autres sociétés. On voit dans le monde des pays qui fonctionnent très très bien et où on peut se demander si le passage par une autorité assez ferme n'est pas nécessaire pour précisément développer le pays. Alors ça, c'est intéressant, je fais le lien avec ce qu'on voit maintenant en Europe. On voit par exemple que les jeunes, de plus en plus, en appellent à un mode d'organisation fort et autoritaire au niveau de l'État. Alors qu'on est dans un contexte où les droits de l'homme ont eu droit de cité pendant plus de 70 ans. Il y a des sondages, des études qui montrent qu'à l'heure actuelle, des jeunes aimeraient bien la restauration de certaines formes de pouvoir beaucoup plus autoritaires en Europe. Ah bien. Comment jugez-vous, si on revient sur l'Afrique, la prise d'autonomie des pays africains par rapport aux Européens et à d'autres puissances régionales ? Je la jugerai par rapport à la manière dont les Européens ne laissent peut-être pas suffisamment d'autonomie. Moi, je prends toujours cette phrase d'Aimé Césaire en 1956 qui disait « Notre heure a sonné ». Donc, c'est l'idée qu'à un moment donné, on doit pouvoir être autonome nous-mêmes. Et je trouve qu'il y a dans le chef de toute une série de discours d'hommes politiques, qu'ils soient européens ou belges ou européens, parfois des formes de néocolonialisme. On pourrait y revenir, mais la manière dont Sarkozy, par exemple, a parlé de l'Africain en 2007, c'est assez révélateur de sa vision un peu néocolonialiste d'envisager ses rapports avec l'Afrique. Or, moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas à nous à imposer aux Africains leur vision, leur propre société, c'est à eux de le faire et on peut être là pour s'enrichir mutuellement. Donc moi, je dirais que c'est surtout, je critiquerais plus l'approche parfois européenne, et on a parlé de la conditionnalité, la manière dont les Européens pourraient peut-être laisser toute une série de pays d'Afrique se développer par eux-mêmes. Alors, il y a une instance internationale dont on parle très peu, c'est l'Union pour la Méditerranée. Est-ce qu'elle a beaucoup de difficultés à s'imposer ? Est-ce qu'elle n'est pas, pour reprendre une expression de Macron, sur l'OTAN, et qui n'était peut-être pas à ce point fondée, est-ce qu'elle n'est pas en situation de mort cérébrale ? Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette instance-là ? Donc l'Union
Pour la Méditerranée, qui était à la base l'Union de la Méditerranée, ça découle en fait d'une initiative du président français, Nicolas Sarkozy, du Premier ministre espagnol, Zapatero, et du président du Conseil, Romani Prodi, italien, donc le président du Conseil italien. En 2007, il lance cet appel de Rome qui vise à envisager un partenariat avec toute une série de pays de l'Afrique du Nord. Pas l'intégration. Il ne s'agit pas d'intégrer ces pays dans l'Union européenne. D'ailleurs, le Maroc avait introduit une candidature en 1987 et à l'époque, on a dit non, le Maroc n'est pas un État européen, on ne peut pas intégrer ce pays. Donc c'est l'idée d'avoir un partenariat et puis très vite, l'Allemagne s'inquiète, se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas un centre de gravité européen qui pourrait basculer vers le sud de l'Europe et va demander qu'on change le projet. Ce ne sera plus l'Union de la Méditerranée, mais pour la Méditerranée. Les mots sont importants. Hein. C'est les Européens qui peuvent apporter quelque chose aux pays d'Afrique du Nord. Et puis, en fait, la crise économique et financière de 2008-2009, les révolutions arabes vont faire que le projet ne verra jamais le jour ou ne va pas se concrétiser. On ne mettra pas les moyens financiers, d'une part. Et d'autre part, le changement du contexte politique en Afrique du Nord va faire que certains vont désinvestir le projet tout simplement. Et donc le projet est presque en état de mort cérébrale, si on reprend la métaphore d'Emmanuel Macron, mais n'a pas abouti. Au contraire, d'autres instances, et vous citiez le Maroc tout à l'heure, vous savez que le Maroc a réintégré l'Union africaine, qui porte et frappe à la porte de la CEDEAO, qui est la fédération de l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. On voit en Afrique, je dirais, une vivification de toutes ces instances régionales ou même continentales. Comment jugez-vous cela ? Par rapport à ça, moi je trouve qu'il y a une autre instance qu'on pourrait citer, c'est la francophonie. C'est l'idée qu'il y a des instances qui sont de vrais lieux de concertation entre différents États. Bon, ici, la francophonie, c'est le lien avec le français, même si ça a été ouvert à d'autres États. Mais c'est l'idée qu'en intégrant ces institutions, qu'elles soient régionales, internationales, la francophonie est internationale, on donne droit de cité à ces différents États et on leur permet d'être pleinement autonomes, si j'en viens à ce que je disais avant par rapport à l'autonomie, parce que ça devient des acteurs à part entière sur la scène internationale. Et je sais, par exemple, que la Belgique francophone est très sensible à l'idée que toute une série de pays africains intègrent la francophonie, justement parce que c'est un levier important d'affirmation sur la scène mondiale. On va faire une petite interruption et on se retrouve après la pause. Nous nous retrouvons pour la suite de notre émission avec le professeur Grandjean. Alors professeur, un sujet qui vous est cher, je pense, est celui de l'externalisation des frontières européennes. Ça a démarré au début des années 2000 et ça pose un peu question. En fait, comment est-ce que vous considérez la manière dont l'Union européenne confie ainsi le contrôle aux frontières à certains États du pourtour méditerranéen? On vient de parler de cela précédemment. Ça a commencé par le Maroc, puis la Libye, puis la Turquie, pour faire face aux flux migratoires. Était-ce une bonne idée ? Donc revenons sur l'idée. D'abord, c'est assez intéressant de voir que l'Europe qui a du mal avec ses frontières, puisque on ne sait jamais ces frontières si elles sont fermes et définitives. En effet, face aux flux migratoires, va d'abord confier au début des années 2000 au Maroc le soin de durcir un peu sa politique des visas. Et donc, toute une série de flux qui arrivaient par le Maroc via les enclaves espagnoles qui sont proches du Maroc. Exactement, on a eu cette idée de la part des dirigeants européens qu'il fallait désormais une série de visas délivrés par les autorités marocaines pour venir sur le territoire européen. En fait, on confiait, pour le dire très clairement, au Maroc le soin de gérer la venue de personnes sur le territoire européen. Les flux migratoires vont progressivement se déplacer vers l'Est, compte tenu de cette difficulté. Et puis, à partir de 2008, on va se retrouver avec des accords faits avec la Libye. Kadhafi à l'époque, qui va également être une manière de durcir les venues de la part de la Libye, de toute une série de personnes qui sont en migration. Et puis progressivement, les flux continuent de se déplacer vers l'Est, et c'est maintenant avec la Turquie que l'Union européenne va avoir cette politique d'externalisation de la frontière, où l'Union européenne donne de l'argent, et parfois c'est de sommes très importantes, pour gérer la délivrance de ces visas et de ces documents, et donc conditionne la collaboration avec ces États contre de l'argent. Alors ça pose question parce que cette externalisation, ce n'est plus l'Union européenne qui gère ses frontières. C'est en fait tous les États qui sont dans le pourtour méditerranéen qui vont être amenés à devoir dire oui ou non par rapport aux personnes qui peuvent intégrer le territoire européen. Et donc c'est la question des contrôles. En fait, l'Europe
perd le contrôle de ses frontières dans ce processus. Ce n'est plus le Parlement européen, ce n'est plus la Cour de justice de l'Union européenne, ce n'est plus la Commission, les États membres qui peuvent décider qui passe la frontière européenne, puisque ce sont en fait ces États nord-africains et la Turquie. Et donc ça pose la question du contrôle, on perd ce contrôle, et en même temps ça pose la question du caractère démocratique, puisqu'en fait on confie à d'autres États le soin de gérer les frontières d'une région, en l'occurrence de l'Union européenne. Alors, est-ce que d'une manière générale, ce n'est pas l'ensemble de l'attitude de l'Europe vis-à-vis des migrations qui révèle d'ailleurs une crise identitaire qui mérite d'être un peu revue? Oui, moi je trouve qu'il y a un paradoxe très fort, c'est l'idée que d'un côté l'Europe ne veut pas fermer clairement ses frontières et en même temps elle ne veut pas les laisser ouvertes. Et donc pour éviter de devoir gérer ce paradoxe qui est une vraie tension entre les États européens, elle confie à des États extérieurs le soin de gérer ce problème. Une autre question sur le rôle de l'Union européenne par rapport à la Chine et aux États-Unis, avec la mise en place du Fonds fiduciaire pour l'Afrique ou le plan européen d'investissement extérieur. Donc ça, c'est l'idée qu'on va avoir évidemment une pénétration notamment de la Chine, de toute une série de pays d'Asie et également des États-Unis sur le continent africain. À titre d'exemple, c'est déjà le cas en effet. À titre d'exemple, quand on regarde le commerce mondial entre ensemble, au niveau de la zone européenne, de l'Union européenne va exporter 8% de ses biens et de ses services vers l'Afrique et va en importer 9%, alors que par rapport aux chiffres de la zone asiatique, on voit que le commerce est de 36% d'exportation entre l'Asie et l'Afrique et 45% d'importation de l'Afrique vers l'Asie. Et donc, face à ce différentiel en fait très fort, les différentes régions vont réagir. Les États-Unis vont créer une agence pour investir massivement en Afrique, pour favoriser le commerce. Et les Européens vont également faire la même chose à travers ce plan fiduciaire. L'idée est assez simple, de nouveau, c'est investir de l'argent, 44 milliards d'euros jusqu'en 2020, sur plusieurs tranches. Et la contrepartie, c'est gérer les flux migratoires, faire un redéploiement industriel au niveau africain et également envisager la transition énergétique et le développement durable. Et donc là, c'est l'idée qu'on va donner de l'argent pour redynamiser ces différents secteurs africains. Et c'est pour faire face, en fait, à la venue forte et massive de toute une série d'acteurs asiatiques et également américains. Parlant de développement durable et d'énergie renouvelable, le Maroc est tout à fait en pointe dans ce domaine. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres pays d'Afrique se développent bien avec parfois le soutien de ces fonds? Je ne sais pas. Il faudrait voir l'évaluation qui est faite de ces fonds, parce qu'on est en plein dedans et on a commencé cette politique récemment. Donc il faudrait voir, une fois que ce plan sera terminé, ce qu'il en sera concrètement advenu et les réalisations concrètes. Alors, d'une manière globale, on a toujours été dans un mode de croissance, c'était perpétuel. Maintenant, on parle parfois de décroissance, de collapsie, comme j'ai déjà entendu. Comment jugez-vous le développement des pays africains dans cette logique économique mondiale de croissance, sachant que l'Afrique est un continent en croissance de 6-7%, mais que sa population progresse encore davantage, donc il y a malgré tout une forme de déséquilibre. Donc, quelle est votre analyse? Et moi, je vois ça par rapport, et vous avez raison de parler de la question de la croissance, je vois ça comme un lieu ou un terrain de guerre, entre guillemets, des autres régions qui se battent pour justement être clairement présents en Afrique, parce que ça reste un continent qui, d'un point de vue prospectif, aura les ressources et aura les moyens pour pouvoir envisager le développement économique, entre autres. Ça pose la question quand même dans un monde fini, sur cette planète, ce globe, des ressources qui sont limitées. Et c'est là où moi je critique fort le discours de la croissance, c'est qu'on ne peut pas envisager une croissance illimitée. C'est impossible, on est dans un monde fini. Et donc la question qui se pose, c'est comment arriver à gérer de manière durable les ressources qui sont limitées, en essayant de réduire les inégalités. Parce que le problème de la croissance, c'est qu'elle crée des inégalités très fortes entre régions. Et c'est pour ça que certains sont à ce point vigilants à avoir des partenariats avec l'Afrique pour être les premiers à pouvoir saisir éventuellement certaines ressources et saisir les potentiels d'un tel continent.
Mais en fait, en termes de ressources naturelles, l'Afrique n'a vraiment rien à envier aux autres continents, hein. C'est un continent d'une richesse incroyable, que ce soit dans le domaine des minerais ou dans les terres arables. On peut même se demander si, sur le plan énergétique, alors qu'il est peu avancé en termes d'électrification, mais l'évolution est quand même positive, mais en termes purement d'énergie, si ce continent ne pourrait pas être totalement autosuffisant. Donc, est-ce que le défaut de ressources naturelles globales, globales au sens dans le globe, n'est pas plus gênant pour les autres continents que pour l'Afrique finalement? Il faudrait avoir les chiffres pour être certain, mais je partage en partie votre avis en effet, et je pense notamment aussi aux ressources qui sont utilisées pour les nouvelles technologies. Alors ça, on pourrait critiquer évidemment l'utilisation de ces ressources, mais tout ce qui est cobalt ou coltan, je pense notamment au Congo, là l'Afrique, elle est vraiment en position de force par rapport à l'entièreté des autres continents. Et c'est clair qu'il y a d'autres zones, d'autres territoires géographiques dans l'Afrique centrale, notamment entre autres, si on ne parle que de ceux-là, où il y a des ressources naturelles qui sont importantes. Donc l'avantage de l'Afrique, moi je raisonne toujours en termes de territoire. Il ne faut pas oublier que une région, un ensemble d'États, une organisation internationale, elle a du poids si elle a donné un territoire. Ce n'est pas pour rien, et si je prends une comparaison, que la Russie est un territoire et un État qui pèse autant, c'est le plus grand État au monde. Avoir du territoire, c'est avoir des ressources, c'est avoir des populations, c'est pouvoir disposer de moyens financiers, et elle a un accès à la mer qui est indéniable. Vous disiez, en parlant du cobalt ou du coltan, les ressources pour la haute technologie. En fait, justement, à l'ère de ces nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de l'innovation tous azimuts, l'Afrique accuse un retard sur l'Europe. L'Europe elle-même accuse un retard sur la Chine et sur les États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des relations Europe-Afrique pour adapter les coopérations et essayer de résorber ce retard? Moi, je vois d'abord un paradoxe peut-être à épingler, c'est que s'il y a retard d'un point de vue technologique, en termes de réseau de communication et de moyens de communication, ce n'est pas nécessairement le cas. On voit par exemple, il y a toute une série d'entreprises européennes et belges qui investissent massivement dans les moyens de communication téléphonique ou autres en Afrique. Ce qui vous montre qu'il y a là un potentiel important pour ces entreprises. Compte tenu de cela, moi je reste convaincu que des liens privilégiés, notamment d'un point de vue universitaire, si la Chine arrive à être à ce point développée sous l'angle technologique, c'est parce qu'elle a massivement investi dans l'enseignement et la recherche technologique de pointe. Et donc là, j'inviterais les dirigeants européens et africains à se mettre peut-être autour de la table pour envisager des partenariats sérieux et sur le long terme dans ces secteurs de pointe. On sait que de ce point de vue-là, l'Europe est une zone économique qui favorise très fortement ces technologies. Et donc si on alliait à la fois les ressources, les moyens de communication et les savoir-faire qui existent entre ces deux continents, je suis certain qu'on pourrait envisager un partenariat heureux futur. Il y a cette idée de la légende Europe, quand l'Europe naît dans la légende. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle naît par rapport à deux zones géographiques qui existent. D'un côté, il y a l'Asie, et de l'autre côté, il y a la terre d'en face, qu'on va nommer plus tard l'Afrique. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue de la légende, l'Europe est née bien après l'Afrique et après l'Asie. Et donc ce serait peut-être l'occasion d'envisager des partenariats solides avec ces deux anciens que sont l'Asie et l'Afrique. Belle idée. Quand on voit pour rester un peu dans les nouvelles technologies, en fait, certaines entreprises, et pour l'essentiel américaines ou éventuellement chinoises, sont plus puissantes que les États. Je pourrais les nommer, mais on va dire ce sont les GAFAM et donc elles se reconnaîtront. Elles sont présentes tout doucement en Afrique, elles ont créé des data centers, etc. Est-ce que les Africains ont intérêt à pactiser avec ces entreprises pour accroître leur développement dans le domaine plus technologique? C'est une vraie question qui est à la fois une question politique, éthique et sensible. Qu'est-ce qu'on fait avec ces serveurs, ces centres de données?
qui accumule des données sur par rapport à tous les citoyens. La Russie, par exemple, elle a clairement pris le parti d'être une économie des données. C'est très clair, c'est affirmé, c'est l'idée qu'on va accumuler le plus de données possible pour pouvoir cibler précisément toute une série de consommateurs. En Europe, on n'a pas la même vision. La réglementation générale sur la protection des données fait que désormais, une entreprise privée doit limiter la conservation et l'usage des données. Et donc on voit là, par exemple, si on regarde d'un côté la Russie et l'Europe, deux visions diamétralement différentes, opposées de la gestion des données. Et là, je dirais aux pays africains, à vous de choisir, parce que à un moment donné, ils peuvent très bien se tourner vers l'un ou vers l'autre. Maintenant, moi, je reste convaincu que la protection des données est un enjeu majeur du XXIe siècle et que pouvoir encore conserver malgré tout des aspects de vie privée et ne pas avoir toutes ces données qui sont disponibles à la fois pour les entreprises, pour les États et pour n'importe quel citoyen, c'est un enjeu majeur de développement humain d'une manière générale. Monsieur Grandjean, notre émission se termine là, mais merci beaucoup pour votre participation. Et pour ma part, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.